Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose de commencer. Donc, c'est une très grande salle. Ce qui est tout là-bas, si vous voulez vous rapprocher un petit peu, n'hésitez pas. Moi, je vais rester un peu dans cette zone parce que ça représente un petit peu la moitié. Donc, bienvenue à la présentation de la filière en sciences forensiques. Donc, je me présente Andy Bécu, je suis professeur associé à l'École des sciences criminelles. J'enseigne en première année un des cours que vous verrez dans les slides, un des cours d'introduction à la science forensique. Et à partir de la deuxième année bachelor, j'enseigne ce qui est plutôt mon domaine d'expertise, qui est la détection des traces digitales. Le but aujourd'hui de vous présenter, c'est ce fameux bachelor en sciences forensiques. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre? Et qu'est-ce que ça ouvre finalement comme perspective d'études, notamment vers le master, si vous optez pour faire ce bachelor? Voilà, quels sont les débouchés après le bachelor? Juste poser un petit peu le cadre. Donc, je vous ai parlé de l'École des sciences criminelles. Il faut savoir que l'École des sciences criminelles, c'est une des trois entités qui constituent ensemble la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. Donc, dans cette faculté, vous avez l'école de droit, l'École des sciences criminelles et l'IDEAP, donc en lien avec l'administration publique. Donc, moi, je vous parle ici vraiment de l'École des sciences criminelles au niveau du bachelor en sciences faux. Il faut savoir que c'est une école qui a été créée au début du XXe siècle, en 1909, donc on a plus de 100 ans. On a une renommée internationale qui est assez importante, qui est toujours aussi valide et présente au niveau de la communauté forensique mondiale, notamment déjà par le côté historique et par le fait qu'on offre seulement ces trois niveaux académiques, le bachelor, le master et les thèses doctorat, en sciences forensiques. Il y a aussi la criminologie, vous verrez, mais sur l'aspect forensique, on a vraiment les trois niveaux académiques, universitaires qui sont enseignés. Donc on a cette culture qui remonte au début du XXe siècle et qu'on essaye de garder vivante, ou en tout cas au cœur de notre métier. Et vous verrez que notamment la trace, finalement, qui était au cœur de la création de l'Institut de police scientifique, reste finalement notre cœur de métier. En termes de chiffres, pour cette année, comme vous pouvez le voir, c'est une école qui a beaucoup de succès, notamment parce que les études attirent pas mal de gens. Si vous regardez bien, en première année en sciences forensiques, cette année, donc pour l'année académique 2023-2024, vous voyez 287 étudiants inscrits, et ce qui doit vous marquer, ou en tout cas je mets le focus là-dessus, vous voyez qu'à partir de la deuxième année, il y en a beaucoup moins. Deuxième année, ils sont 87, troisième année, 63. Ça, c'est une première réalité que je me dois de vous présenter ou de partager avec vous, c'est que ce sont des études qui sont très exigeantes, et l'exigence se place majoritairement en première année bachelor. C'est-à-dire que le passage de la première à la deuxième année, comme vous le voyez, c'est entre 20 et 30% de réussite pour les étudiants inscrits en première année bachelor. Ça, il faut en être conscient. Je le répète d'ailleurs à mon cours de première année quand je le commence en semestre, pour justement être transparent avec les étudiants à ce niveau-là. Mais exigeant ne veut pas dire impossible. Donc justement, on a tout profil d'étudiants qui, en tout cas, qui peuvent s'inscrire au bachelor, qui viennent, et puis, voilà, effectivement, certains réussissent, d'autres peut-être doivent redoubler l'année pour réussir après. Ça, c'est les aléas, finalement, de la formation. Et ensuite, vous voyez qu'on a des masters, je vous les présenterai brièvement, on a plusieurs masters, et les masters pris ensemble fait qu'on retrouve un nombre d'étudiants assez important, 261, et je vous ai expliqué qu'une des particularités de l'École des sciences criminelles, c'est d'avoir les trois niveaux. Sur le niveau thèse de doctorat, alors pour vous, c'est vraiment le lointain, c'est le futur, c'est dans plus de 8 ans en termes d'études, mais au niveau des thèses de doctorat, on a environ plus d'une centaine, vous voyez, 123 doctorants qui sont au sein de chez nous. Donc c'est quand même 800, un peu plus de 800 étudiants au total, ce qui est quand même un joli chiffre, en tout cas pour une école comme la nôtre. Et au niveau du corps enseignant, les personnes qui vous accompagnent, on a 18 professeurs engagés à l'École des sciences criminelles, quelques chargés de cours, une dizaine, et surtout, c'est les assistants diplômés, c'est-à-dire les assistants qui aident notamment déjà les enseignants et qui encadrent les étudiants dans les travaux pratiques, les travaux dirigés, etc. Là, vous voyez qu'on en a 45. L'école, comme je vous ai expliqué avant, a son succès, ce qui fait qu'on a un nombre d'étudiants qui croît régulièrement. Là, on voit qu'il y a une petite stabilisation, mais ça reste quand même toujours sur la croissance. Donc ça, on est conscient de ça, du nombre qui augmente, et effectivement l'exigence qui va avec en première année, qui s'adapte à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est de l'École des sciences criminelles,
On est dans un cadre académique, on est dans le cadre universitaire, vous êtes à l'université, dans un auditoire, et je vous parle principalement ici, je vous parlerai du bachelor, des cours, etc. Donc ça, c'est une de nos casquettes. Et ce que j'aime bien dire généralement quand je présente l'école, c'est qu'on a 3 casquettes. On a la casquette de l'enseignement, c'est ce dont je vais vous parler, mais également la casquette de la recherche, faite par les doctorants, mais également par le corps enseignant ou les chercheurs qui sont au sein de l'école. Et il y a une 3e casquette qui est celle des expertises, des mandats. Il faut savoir qu'en tant que membre de l'école, certains d'entre nous, certains domaines sont contactés par les magistrats sont mandatés pour effectuer des expertises suisses ou expertises internationales. Souvent, si on est mandaté, c'est qu'on est sur des cas soit complexes, soit internationaux, soit sensibles, et certains cas sortent dans la presse, on essaye d'être assez discret, mais parfois vous avez le nom de l'école qui sort comme étant associé à telle ou telle affaire, qui sont assez célèbres avec un certain retentissement au niveau des conclusions ou de l'évolution de l'enquête. Donc, ce schéma, finalement, a pour but de vous montrer qu'on a cette fibre universitaire et on est situé dans le contexte universitaire, mais finalement, ces 3 casquettes font qu'on a un maillage qui se crée avec, in fine aussi, le lien à la société, c'est-à-dire d'aider à résoudre les enquêtes, que ce soit par les expertises, mais aussi par la recherche, développement de nouvelles techniques, ou par l'enseignement, formation des futurs professionnels qui vont œuvrer dans ce domaine. Donc, cette interconnexion, elle est importante et elle est aussi au cœur de notre passion, finalement. C'est de se dire, ce qu'on fait, on le fait pour la société in fine. Une chose que vous devez bien comprendre, et ça c'est un des objectifs de cette présentation, c'est que dans le langage parlé, dans le langage courant, les gens confondent assez systématiquement criminologie et sciences forensiques, ou criminalistique. Sciences forensiques, criminalistique, presque synonyme, criminologie c'est différent. Et je le dis parce qu'effectivement, dans ma famille ou autre, ils me disent « Ah oui, mais toi, tu es en criminologie » ou mes amis me disent « Ah, tu es en criminologie ?» Non, je ne suis pas en criminologie, moi je suis en criminalistique, en sciences forensiques. La différence, et ça doit être clair pour vous, si vous êtes du côté de la criminalistique ou de la science forensique, vous êtes au niveau de la trace, c'est-à-dire la recherche, la détection, la collecte de la trace, et on est sur cet aspect, comme c'est indiqué sur le schéma en dessous, des sciences exactes. Donc c'est tout ce qui est connaissance en chimie, en physique, en biologie, en mathématiques, en informatique, pour vous permettre de mettre en évidence la trace, de la collecter pour, in fine, l'exploiter. L'exploiter pour faire avancer l'enquête, là on se situe un peu entre les deux, c'est-à-dire des informations d'enquête qu'on pourrait offrir aux enquêteurs pour aider à faire progresser. Et in fine, sur le côté droit du schéma, la criminologie, c'est plutôt l'étude du crime pour ce qu'il est d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire, est-ce que la population ressent un sentiment d'insécurité dans un endroit, dans une ville? Pourquoi? À cause de la criminalité, quel type, etc. Ça, c'est la criminologie. Donc, criminologie, c'est l'étude du crime pour ce qu'il est d'un point de vue sociétal. On est plutôt sur les sciences humaines et sociales, sociologie, droit, psychologie, alors que la science forensique, c'est vraiment l'aspect plutôt sciences exactes. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, le bachelor qu'on a, le seul bachelor qu'on a à l'école des sciences criminelles, il est en sciences forensiques. Donc on est du côté gauche du schéma. Ça doit être clair pour vous, la distinction entre les deux. Alors vous verrez qu'on a un master en criminologie. Par contre, on n'a pas de bachelor en criminologie. Je vous ai expliqué précédemment que voilà, l'école remonte au début du XXe siècle et on a une culture qui a été la nôtre dès le début. Parce que la personne qui a créé l'école, donc Rudolf Archibald Reis, l'Institut polyscientifique à l'époque, était chimiste de formation, mais il était également passionné de photographie. Il s'est intéressé à la photographie judiciaire, il a commencé à mélanger les deux, ce qui fait qu'au final, il a développé cette culture qu'on a de la photographie au service de la justice, qui est un des piliers finalement de la préservation, la documentation des traces pour pouvoir les exploiter, et qui a fait qu'effectivement, il y a eu cette école qui s'est créée, cet institut qui s'est créé au début du XXe siècle et qu'on garde, dont l'ADN est toujours le même pour nous, c'est celui de la trace et de la photographie. Vous, ce qui vous intéresse, vous dites, c'est bien gentil, le début du XXe siècle, oui, ok, c'est intéressant de savoir, mais au final, qu'est-ce qui nous attend si on s'inscrit au bachelor? Ça répond déjà un peu plus à votre question. Comme je vous avais dit, bachelor, on n'en a qu'un seul, bachelor en sciences forensiques. Un bachelor, c'est 3 ans minimum, première année, deuxième, troisième. Il se peut que vous redoubliez une des années, à ce moment-là, il y a une année qui se rajoute, mais 3 années minimales. Le bachelor en sciences forensiques, que vous voyez en bas du schéma, vous donne accès assez logiquement au master en sciences forensiques. Là, vous voyez qu'on a un master en sciences forensiques avec plusieurs orientations. On ne va pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas le but, mais il y a une orientation
identification physique, criminalistique chimique et investigation et identification numérique. Donc c'est un master en sciences faux avec 3 spécialisations, si je le dis comme ça. Et à côté de ça, vous avez un autre master en sciences qui est en analyse criminelle et tracologie. C'est la suite logique du bachelor. Maintenant, certaines personnes pourraient dire « Ok, je fais mon bachelor en sciences forensiques, mais pour le master, j'ai envie de partir sur autre chose. J'ai envie de partir sur la criminologie. J'ai envie de partir plutôt sur l'administration publique. » Ça, c'est possible par le biais de l'appartenance de l'école à la faculté. C'est qu'avec le bachelor en sciences forensiques, vous avez accès à d'autres masters, et c'est cette fameuse ligne que vous voyez partir vers la gauche et qui remonte, et qui donne accès à ces 4 masters universitaires en droit, profession judiciaire, droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information, politique et management public, et droit en criminologie et sécurité. Donc le bachelor vous donne accès à ces masters-là. Et ces masters-là, si à nouveau on se projette dans un master, c'est 2 ans, donc ça fait 5 ans au total. Après, si vous voulez poursuivre par un doctorat, ça c'est aussi possible avec cette formation-là. Mais donc, placez bien le bachelor en sciences forensiques où il est et ce qu'il va couvrir. Donc cette slide ne va pas vous surprendre. Si je vous ai dit qu'on était du côté de la science exacte, ça veut dire que vous allez avoir de la chimie, de la biologie, des mathématiques, etc. La première année, c'est 60 crédits SCTS. La 2e et 3e année, c'est 120 crédits SCTS, parce qu'au final, un bachelor, c'est 180 crédits SCTS. Crédits SCTS, si ça ne vous parle pas encore, renseignez-vous à ce niveau-là, mais c'est vraiment une sorte de... C'est pas une monnaie, c'est pas le bon terme, mais c'est finalement l'unité qui va définir les études universitaires. Il faut accumuler un certain nombre de crédits pour pouvoir réussir, en quelque sorte, la formation qu'on a initiée. Ce qui est important pour moi de partager avec vous ce moment maintenant, c'est finalement qu'est-ce qu'on trouve la première année. Donc dans cette première partie, ces 60 crédits, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a 2 grands blocs que vous allez retrouver dans cette première année, un bloc sciences de base et un bloc sciences criminelles. Déjà, vous pourrez me dire, c'est bizarre, on est sur un bachelor en sciences forensiques, et finalement, le bloc sciences criminelles, il paraît tout petit par rapport à l'autre. Et c'est vrai. C'est-à-dire que la première année, elle sert principalement à former les étudiants en sciences exactes. Donc la majorité des enseignements que vous aurez, ce seront, comme vous le voyez, des mathématiques, de la programmation, informatique et réseau, de la physique expérimentale, de la chimie, et c'est tout, en fait, dans le tableau qu'on voit là. Donc un socle scientifique qui est nécessaire pour ensuite aborder, finalement, les différents types de traces. C'est indispensable. On ne peut pas directement vous lâcher en sciences criminelles. Par contre, on donne des introductions à la science criminelle. C'est le petit bloc que vous voyez en bas à droite. Le cours que je donne, c'est le premier qu'on voit. Sciences forensiques générales, typologie des traces, c'est le cours que je donne en première année. Une collègue à moi donne sciences forensiques générales, méthodologie. Vous avez également une introduction au droit et une introduction à la criminologie. Donc on voit que la première année, c'est cette formation scientifique complétée par des introductions à la science forensique. Et c'est seulement à partir de la 2e année et la 3e année bachelor que vous attaquez directement et plus dans la spécialisation les différents types de traces. Par exemple, mon cours de détection de traces digitales, en 2e année, on attaque vraiment l'aspect criminalistique lié à la détection des traces digitales. La conséquence, finalement, de cette structuration des études de notre bachelor, c'est que la première année, on est beaucoup sur des cours ex cathedra. Je vous vois là, je vois mes étudiants de première année. C'est exactement, je donne cours dans cette salle, donc c'est exactement avec le même profil, la même configuration que je donne cours en première année. On est sur des auditoires avec 200, 300 personnes, et on transmet une matière introductive en ce qui me concerne, sur la science forensique, mais on est sur un aspect vraiment ex cathedra, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, il y a une petite interaction, mais elle n'est pas non plus très poussée ou très personnalisée. C'est seulement à partir de la seconde partie, 2e année, 3e année bachelor ou après, qu'on arrive, comme vous l'avez vu en termes de chiffres, à réduire la taille des volets. Et à ce moment-là, on crée des petits groupes, des binômes, des trinômes, et les groupes doivent travailler sur des travaux pratiques, résolution de cas simulés, en laboratoire. On leur donne des pièces, ils doivent réaliser, comme on voit ici, des standards de chaussures, ils doivent faire des prélèvements ADN sur des objets. De mon côté, on leur donne des objets du quotidien, ils doivent détecter les traces digitales dessus. Ça, on peut le faire seulement à partir de la 2e et la 3e année. Maintenant, sciences forensiques, c'est le terme général, et puis je vous ai parlé de traces, type de traces. Et mon cours de première année, c'est la typologie des traces. Mais parce qu'effectivement, en termes de sciences forensiques, il y a beaucoup de traces. Tout peut être trace,
ça je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire mon cours de première année, mais tout peut être trace, mais on peut identifier des grandes catégories. Et il y en a que vous connaissez sans doute très certainement, les traces digitales, l'ADN, ça normalement maintenant tout le monde connaît ces deux traces à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez ce qu'on appelle les microtraces, les traces de semelles, les documents, les stupéfiants, les armes à feu, incendie, explosion, les traces liées à ces événements-là, traces numériques, tout ça fait qu'on a une richesse d'enseignement et on enseigne ça à nos étudiants en bachelor. Donc c'est là aussi où on voit la richesse de ce qu'on va enseigner à partir de la deuxième et de la troisième année, c'est de partir sur des spécialisations, de couvrir ces traces par des cours qui sont vraiment focalisés sur ces dernières. Donc l'idée ici de ces prochaines slides, c'est de vous montrer un petit peu de quoi on parle et qu'est-ce que ça peut sous-entendre. Déjà, je vous ai dit que notre fondateur, donc Rodolphe Archibald Rice, était passionné de photographie. Et la photographie, c'est vraiment au cœur de la base du travail qu'on fait. Pour un travail bien fait, il faut savoir le documenter. Là, vous avez des exemples de... On a des cabanes, finalement, des environnements simulés à l'école des sciences criminelles, où on met, alors on ne met pas des vrais cadavres, hein, on met des mannequins en mousse, mais les étudiants doivent aborder ces scènes comme des scènes de crime avec des cadavres et être capables de pouvoir prendre en photo de manière correcte les différents éléments qu'ils observent, la description des lieux, des détails, des traces, de pouvoir les représenter schématiquement. Donc ça, c'est tout l'apprentissage lié à la fixation de l'état des lieux et à la photographie. Ça, c'est la deuxième année bachelor où il y a vraiment cet aspect-là qui est abordé. Mon domaine, traces digitales, il y a l'aspect détection, comme on le voit ici, donc application de techniques de détection pour faire apparaître les traces digitales qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et derrière, c'est bien beau de détecter une trace, mais une des choses qu'on peut faire, c'est de relier la trace avec un individu qui a déposé celle-ci, et il faut pouvoir apprendre aux étudiants comment on fait. Comment est-ce qu'on décide à un moment donné qu'un individu suspect est à la source d'une trace qu'on aurait découverte sur un objet lié à l'affaire. Donc ces deux aspects, détection et ce qu'on appelle, ce que je vais appeler aujourd'hui identification, c'est également deux choses qui sont enseignées aux étudiants. Chaussures, c'est quelque chose on n'y pense pas, on a les chaussures, on marche avec des chaussures, vu qu'on marche avec des chaussures, on va laisser des traces de semelles, mais on n'y pense pas, et parfois, heureusement pour nous, les criminels non plus n'y pensent plus, ce qui fait qu'eux, ils laissent aussi des traces de semelles sur les endroits où ils ont marché, et puis l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des techniques qui permettent de les mettre en évidence, optiquement ou chimiquement, pour pouvoir les prendre en photo et ensuite les comparer avec la chaussure qu'on prélèverait, par exemple, chez un suspect, dans le cadre de l'enquête. Fluide biologique et ADN, donc comme je vous ai dit avant, l'ADN, on y pense parce que finalement c'est une trace qui est très célèbre à l'heure actuelle, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la nature des fluides biologiques, le sang, le sperme, la salive, les sécrétions vaginales, tout ça font également partie de traces d'importance pour la résolution de certaines enquêtes, agressions sexuelles ou autres, ça dépend du contexte. Donc là aussi, il y a l'idée de pouvoir apprendre aux étudiants à prélever ces traces, les faire apparaître, les détecter et les analyser, notamment avec les profils génétiques ou autres. Les armes à feu, l'arme à feu en tant que telle, c'est un outil finalement, un outil qui sert à projeter un projectile vers une cible. Cet outil, vu qu'on est sur un objet qui est mécanique avec des forces qui sont assez intenses, cet outil va générer énormément de traces différentes sur les éléments de munitions, sur la douille, sur le projectile. Et l'idée, c'est de pouvoir observer ces traces laissées sur les éléments indiciaires, ceux qu'on a trouvés sur la scène, et pouvoir les relier à un matériel de référence, c'est-à-dire si on trouve une arme chez un suspect, de savoir si c'est l'arme de ce suspect qui a tiré le projectile qu'on a trouvé par exemple dans le corps de la victime. Donc il y a toute une formation en lien avec les armes à feu qui est également couverte sur qu'est-ce qu'on doit rechercher, comment on exploite, etc. Les stupéfiants, là aussi, c'est un marché qui est florissant, il ne faut pas se leurrer, malgré tout ce qu'on peut entendre par rapport au fait de vouloir lutter contre la consommation des stupéfiants, ou si vous regardez les séries Netflix, Narcos et compagnie, où on voit qu'il y a cette volonté de certains États de vouloir combattre absolument la production et la consommation de stupéfiants. Il faut aussi être réaliste, le marché des stupéfiants marche très bien, il fonctionne très bien. En Suisse notamment, on a une consommation de stupéfiants qui est également assez importante, on est principalement sur de la cocaïne et également du cannabis. Donc c'est tout à fait logique également que ça fait partie finalement de la base d'apprentissage.
Et là, ce qui est joli, c'est qu'on a des choses qui sont classiques, connues depuis longtemps, sur les types de stupéfiants, ce qu'on peut y trouver, etc. Et puis, on a des développements technologiques qui viennent d'émerger, c'est tout récent, notamment là, c'est ce qu'on appelle le NIRLab. C'est le fait de pouvoir, ça a été développé par une équipe de chez nous, et c'est le fait de pouvoir identifier en quelques secondes la nature d'une poudre suspecte qu'on aurait sans savoir ce que c'est chimiquement. Ça va nous dire c'est de la cocaïne à 80%. Ça, c'est une révolution parce que ça permet finalement dans la rue, sur les lieux ou dans les festivals, lorsqu'on fait des drug checking ou autres, de pouvoir rapidement apporter une réponse à des gens sur ce qu'ils ont dans la main. Microscopie et microtraces, comme le nom l'indique, microtraces, traces microscopiques, c'est tout ce qui est traces de petite taille. Donc vous avez les fibres, les fragments de verre, les éclats de peinture, si vous avez un accident ou autre. Et ça, c'est pas nouveau. Déjà là, vous avez une photo justement qui date du début du XXe siècle. Quand on a un accident de voiture, avec notamment des fragments de verre ou autres, si on a un délit de fuite, c'est de pouvoir relier ces fragments de verre, par exemple un phare qui a été cassé, avec une voiture suspecte qui présente un phare cassé, c'est de pouvoir par exemple le reconstituer et se dire oui, ça provient de ce phare parce qu'avec les fragments qu'on a trouvés sur la scène, on arrive à reconstituer le phare. Ou bien si on a un accident, si on imagine maintenant un scénario plus moderne, un délit de fuite où quelqu'un a heurté un cycliste, la peinture qu'on va retrouver sur le vélo qui provient de la voiture, on va pouvoir la comparer avec une voiture suspecte qui, par le biais de l'enquête, aura été identifiée. Donc ça, c'est tout ce qui est lié aux microtraces. C'est principalement axé sur la microscopie, mais pas que. Il y a aussi la spectroscopie, il y a des techniques d'analyse plus poussées. Les documents, là aussi, il faut se rendre compte que le fait de savoir si un document est authentique, s'il a été modifié, s'il n'a pas été signé par la personne dont la signature est présente sur le document, toutes ces choses-là doivent pouvoir être faites, on doit pouvoir répondre à ces questions-là que poserait un magistrat. Donc, notamment, est-ce qu'un document est authentique ou est-ce qu'il a été modifié ou est-ce qu'il a été falsifié? Là, ça passe également par l'observation, beaucoup de choses se passent par l'observation, et les documents, justement, on va jouer avec le spectre des longueurs d'onde, on va aller dans les infrarouges, dans les ultraviolets, etc., pour faire apparaître du texte qui a été masqué ou du texte qui a été corrigé ou ajouté. On va montrer des différences d'encre, par exemple, si deux stylos différents ont été utilisés. Incendie, explosion, ce ne sont pas des traces en soi. Là, on est sur un événement, mais un événement qui va détruire des traces, ça c'est sûr. Un incendie va détruire forcément des traces qui étaient présentes sur les lieux. Imaginons c'était un cambriolage, puis après la personne veut mettre le feu en disant comme ça, mes traces de semelle vont disparaître. Ça, effectivement, ça va faire disparaître des traces, mais ça génère énormément de traces propres à l'événement. Donc l'expertise des incendies, même chose, ça fait partie de ce qu'on enseigne aux étudiants en bachelor, c'est d'être capable d'aborder ces scènes. Et encore là, il n'y a pas trop de destruction, mais on peut avoir des scènes qui sont complètement, des environnements qui sont complètement détruits, mais il faut quand même pouvoir prélever des traces, savoir où chercher pour pouvoir savoir si c'est accidentel, criminel, et en l'occurrence, essayer quand même de détecter des traces qui auraient survécu à l'événement. Et les derniers développements, ceux qui sont dus à notre société, c'est d'ailleurs les derniers engagements en professeur à l'école des sciences criminelles, ça a été en numérique, c'est de former finalement la génération à venir, la génération future, au numérique. C'est-à-dire qu'on a tous un attel, on n'est pas tous sur les réseaux sociaux, vous peut-être plus, TikTok, tout ça, je pense que ça, beaucoup d'entre vous sont, je pense, sur ces réseaux sociaux-là, mais le fait d'être sur un attel qui va émettre régulièrement des données ou de communication ou autre, fait que le numérique, maintenant, on ne peut plus l'ignorer. On doit être capable de pouvoir rechercher des données sur un appareil qui aura été saisi, qui est bloqué, par exemple, des données de déplacement, des données d'identification par rapport à, par exemple, à un forum qui aurait été utilisé ou une commande qui aurait été passée sur le darknet ou autre. Donc, les données numériques, il faut pouvoir les connaître et les exploiter. Enfin, les connaître, les collecter et les exploiter. Donc là, il y a toute une formation sur cet aspect-là. Et à un moment donné, je vous ai parlé d'enquête. Le fait de pouvoir mettre en relation les différentes traces qui ont été détectées, collectées, analysées, avec différentes affaires, si on pense à différents cambriolages qui auraient lieu le long de la Riviera, par exemple, cette période-ci, de pouvoir relier les cas entre eux pour mettre en évidence, par exemple, des réseaux, ça, c'est une information d'enquête qui est typiquement le rôle du forensicien et qui va énormément aider les enquêteurs.
de dire, ben voilà, ces cas-là, ils sont reliés parce qu'on a pu montrer qu'il y avait des traces en commun qui provenaient de la même personne ou d'un même natel ou d'une même voiture sur les différents cas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le renseignement, qui passe notamment par l'analyse de données. Donc cette analyse des différentes données qu'on va avoir, ça c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qu'on enseigne. Donc vous voyez que c'est très large, et tout ça c'est abordé durant le bachelor, principalement la 2e et la 3e année. Maintenant, au niveau des masters, là pareil, c'est un peu trop tôt pour vous en parler, parce que je pense que déjà ce que je vous ai dit maintenant, ça a beaucoup d'informations, mais c'est toujours nécessaire de se projeter sur ce qui vient après. Beaucoup d'étudiants enchaînent un bachelor avec un master, c'est un petit peu le combo de base, en quelque sorte, d'avoir les deux, même si on n'est pas obligé de faire un master, mais la plupart le font. Les masters, c'est là où vous allez en quelque sorte vous spécialiser. Les bachelors sont généralistes, on enseigne à tous les étudiants la même chose, mais certains pourraient dire après, ouais, mais moi je veux faire du numérique à l'avenir. Ou bien d'autres diraient, bah, non, moi je veux aller sur la scène, je veux faire de la collecte de traces. Ou bien je veux me spécialiser justement en documents ou en traces digitales. Donc là, le master, c'est ce qui vous permet d'orienter votre spécialisation. Et vous voyez que les différents masters qu'on propose avec les différentes spécialisations vont vous amener de la détection à l'expertise, la sécurité, la prévention ou les mesures de la criminalité. Ça, c'est vraiment le panel de sélection qui se fait au niveau du master. Et au niveau des débouchés, ça reste cohérent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi bien faire une carrière dans l'académie, si vous voulez rester dans l'académique, pour plus tard soit commencer par doctorant, puis peut-être professeur dans une université, que ce soit à Lausanne ou ailleurs. Vous pouvez décider, vous avez peut-être envie de partir dans les services de police, aller plutôt dans l'administration publique, dans le secteur privé. Il faut savoir que si vous prenez la Fédération horlogère, si vous prenez des grandes marques, la lutte contre la contrefaçon, c'est la lutte contre finalement un réseau qui va contrefaire les produits, qui va laisser des traces, qui va laisser des traces laissées par le faussaire. Cette réflexion sur les traces, de pouvoir savoir quoi regarder, quoi collecter, et de mettre en évidence des réseaux ou de comprendre un peu comment les produits sont contrefaits, le secteur privé est également intéressé à ça. Donc le panel est assez large à ce niveau-là. Par contre, tout le monde ne peut pas aller dans le même secteur. C'est-à-dire que ceux qui disent « moi je viens en sciences forensiques pour aller dans la police », il faut aussi être réaliste, tout le monde ne pourra pas aller dans la police, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de place. En tout cas en Suisse, c'est limité. Maintenant, en Suisse, il faut savoir qu'on a des anciens étudiants de chez nous dans tous les cantons, dans les services de police. Donc régulièrement, des étudiants de chez nous vont dans les services de police, font leur carrière là, mais d'autres partent, comme dit, dans le secteur privé, la lutte contre le dopage, les fraudes à l'alimentation, les contrefaçons, etc. Ça, c'est des débouchés qui peuvent exister. C'est un autre schéma ici qui vous montre. Le grand croissant bleu, c'est ce qu'on appelle les SIG, services d'identité judiciaire, ça c'est vraiment la police. Donc oui, il y a une grande partie de nos étudiants qui partent dans ces services de police, mais vous voyez que d'autres partent après ailleurs, dans le renseignement, dans l'aide à l'enquête, vous voyez, dans les laboratoires, au niveau des traces numériques, etc. Donc ça c'est varié au niveau de ce qui peut être offert. Et puis la dernière chose, c'est que déjà le crime est un domaine vivant. Les criminels sans cesse vont trouver des nouveaux moyens finalement d'exercer leur activité criminelle. Qui dit par exemple maintenant numérique, s'accompagne obligatoirement d'une criminalité numérique, des choses qui n'existaient pas avant. L'ADN, vous voyez que l'ADN c'est en 85 que ça a été exploité d'un point de vue forensique. Avant 85, l'ADN n'était pas exploité d'un point de vue forensique pour des raisons techniques, c'est-à-dire que les criminels, finalement, ils ne s'inquiétaient pas de laisser leur ADN, vu qu'ils n'en avaient pas conscience et surtout que ce n'était pas exploité en termes d'enquête. Mais à partir du moment où ça s'est su, les criminels ont commencé à se dire « Oh là, ok, l'ADN, il faut faire attention, c'est quelque chose que je peux laisser, qui permet de remonter à moi, etc. Je vais essayer, par exemple, de ne plus en laisser. » Mais au final, donc toute évolution dans la société fait que les criminels vont s'adapter. Et ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est que les grandes révolutions se font de plus en plus rapidement. Les empreintes digitales, c'est le début du XXe siècle. C'est là où on a commencé à comprendre que les empreintes digitales ne variaient pas au fil de la vie. Vous avez les mêmes à votre naissance qu'à votre mort. Et vous voyez qu'il a fallu attendre 85 pour qu'une autre grande trace majeure, finalement, fasse son apparition, l'ADN. Alors, entre-temps, il y avait les microtraces et tout ça, je veux dire, ça se faisait. Mais c'est vrai que l'ADN a créé une sorte de révolution à ce niveau-là. Et depuis, les choses se sont accélérées. Il y a eu la téléphonie portable, les Natel,
On a maintenant le big data, le cloud. Donc la société évolue de plus en plus rapidement, la criminalité aussi, et ben nous derrière on doit s'adapter. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que c'est un domaine qui évolue constamment. Ce qu'on enseigne maintenant, peut-être que quand vous vous inscrirez ou quand vous aurez fini vos études, vous verrez qu'il y a énormément de changements sur ce qui est enseigné et quel type de traces sont exploitées. Donc, c'est un peu le tour que je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport à ce bachelor. Après, on est conscient qu'il y a certaines questions qui reviennent régulièrement et on les a simplifiées, enfin on les a résumées ici. C'est de savoir, voilà, est-ce que la science forensique ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les films? Alors ça c'est intéressant parce que c'est une conférence de vulgarisation que je donne au grand public où je prends la série Les Experts, je montre des extraits, j'explique ce qu'il y a derrière et ensuite les gens comprennent ce qui est vrai et ce qui est faux. Je dirais c'est entre les deux. Il y a du vrai, il y a du faux. Forcément, qui dit film ou qui dit série dit scénarisation, il faut que ça soit efficace, rapide, etc. Donc il y a pas mal de raccourcis qui sont faits, mais il y a des choses vraies. Donc il n'y a pas de réponse tranchée. Forcément, il y a la question des mathématiques et des physiques. Si on a des problèmes en maths et en physique, est-ce que ça pose un problème? Il faut comprendre que cette première année, elle est exigeante, comme je vous ai dit, hautement exigeante. Ça vous demandera peut-être plus d'efforts, effectivement. Si vous avez des difficultés en maths et en physique, ça veut dire qu'il faudra redoubler d'efforts pour essayer justement d'assimiler la matière qui sera enseignée. Est-ce que les études en sciences forensiques sont difficiles? Je dirais qu'elles sont exigeantes. Et puis les chiffres, voilà, je vous ai montré. Le passage de la première à la deuxième, il y a une diminution du nombre d'étudiants, mais effectivement, on a cette exigence qui fait qu'il y a besoin d'être rigoureux sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on enseigne, et ça s'accompagne effectivement d'un sentiment de difficulté. Ça, il faut être réaliste. Donc, ça nécessite de pouvoir travailler aussi bien durant la journée que en soirée, après ce qui est demandé ou autre. Par rapport à ce qui est des profils que certaines personnes veulent, comme profiler ou anthropologue, c'est typiquement pas ce pourquoi on forme. Profiler en Suisse, ça n'a pas d'existence propre. En France, oui. En Suisse, pas du tout. Donc ça, c'est typiquement... Profiler, c'est quelque chose qu'on voit à la télé, on se dit « Waouh, je peux faire ça ». Non, c'est pas forcément ce qu'on va, nous en tout cas, enseigner, et ça va pas vous permettre vraiment de partir là-dessus. Les débouchés, j'en ai un petit peu parlé. Donc, pour résumer, et à nouveau, c'est quelque chose qui vous intéresse plus, si vous voulez vous inscrire, vous voyez qu'il y a un délai qui est fixé au 30 avril 2024. Alors, vous avez encore le temps, mais ça passe très vite. Je ne peux que vous encourager à aller voir le site des immatriculations pour savoir finalement, en fonction de votre dossier, ce que vous avez fait comme filière, si vous venez de Suisse, de France, de Belgique, d'ailleurs. Est-ce que vos études vous permettent de vous inscrire? C'est les immatriculations qui vont vous permettre notamment de vous donner des pistes, et également notre site web. Là, je vous encourage à aller voir le site web, parce que vous allez y trouver des informations comme le règlement, les plans d'études, les cours, et vous pourrez comprendre justement qu'est-ce qui est enseigné, que ce soit un peu plus concret. On a également Giulia Sinaglia qui m'accompagne, qui est assise pour le moment, mais que je vais inviter après sur scène à la fin, mais qui est notre nouvelle conseillère aux études, qui est là aussi pour renseigner sur certains aspects, certaines questions que vous pourriez avoir sur justement des profils particuliers. Mais vous avez également le secrétariat qui va pouvoir vous répondre. Et souvent, quand je donne des présentations comme ça, les gens qui me posent des questions, c'est des questions hyper précises, genre « Ah oui, je viens de France, j'ai commencé par… » En plus, maintenant, il n'y a plus les bac S, bac L et autres, sauf erreur, maintenant, c'est un nouveau système en France où il n'y a plus vraiment ces grandes catégories qu'il y avait avant, si je ne me trompe pas. Mais justement, c'est là où je préfère dire… Adressez-vous plutôt au secrétariat ou à Giulia pour ces questions-là, parce que c'est vraiment… elles ont la connaissance de ces choses-là. Donc gardez en tête, déjà renseignez-vous par vous-même via le site web avant de poser les questions, parce que finalement ça vous aidera déjà aussi, et ça les déchargera aussi de peut-être de beaucoup de sollicitations qui pourraient être répondues par le site web. Le QR code renvoie vers le site web qui est marqué en dessous. De mon côté, j'ai fini ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux me rejoindre, Giulia, il reste une dizaine de minutes, si on prend quelques questions à la volée, mais comme je vous ai dit, moi je vais pouvoir vous répondre, mais de manière très limitée. Très vite, je vais vous dire, allez voir avec le secrétariat ou allez voir avec Giulia. Mais si tu veux bien, tu peux peut-être venir sur scène et comme ça, on regarde s'il y a des questions. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a amené des informations que vous recherchiez. Et donc, comme dit, on prend quelques minutes pour des questions, s'il y en a, mais sinon, de notre côté, c'est fini. Et je vous souhaite en tout cas une bonne continuité dans vos études, et peut-être qu'on se reverra en première année pour le cours de typologie. Merci à vous et bonne journée.
J'applaudis. Je sais pas.